Est-ce qu'on peut imaginer que ce changement de ton de Donald Trump, même si j'ai bien entendu qu'il y avait à la fois peut-être des doutes et voire un vrai scepticisme selon les perceptions autour de cette table ce soir. Mais malgré tout, on a entendu Donald Trump, enfin on ne l'a pas entendu, mais ce sont des propos qui ont été rapportés. Donald Trump aurait félicité Volodymyr Zelensky des succès militaires de l'armée ukrainienne. Est-ce que ça peut expliquer aussi ce changement de ton américain, Donald Trump, qui constate alors pas cette inversion du rapport de force comme le soulignait Marc de Chalvron, mais tout de même une résistance toujours plus forte de l'armée ukrainienne. Nicolas Barré. On a l'habitude de se méfier, et on a raison, des propos de Donald Trump qui multiplie les prises de position contradictoires. Un jour, il félicite effectivement Zelensky, le lendemain, il le voue hégémonie. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut prendre tout ça pour argent comptant et pour la suite. En revanche, ce que je pense, c'est que l'Ukraine montre que, effectivement, comme disait notre envoyé spécial, a su se prendre en main, prendre son destin en main et faire sans l'aide des États-Unis, en tout cas sans l'aide espérée au départ. Et c'est aussi une leçon pour nous. On parle beaucoup d'autonomie stratégique chez nous, mais pour y arriver, pour y parvenir, il faut un peu changer de paradigme et on en est assez loin. Oksana Melnichuk, est-ce qu'il y a le sentiment aujourd'hui en Ukraine qu'on peut s'en sortir sans les États-Unis ? Vous savez, ce sentiment, il existe depuis la fameuse rencontre à cabinet Oval, il y a 1 année et demie déjà. On a bien compris que nous sommes seuls avec les Européens et que les Américains ne sont plus avec nous. Et depuis, on a commencé à faire tout pour être indépendants. Bien sûr, ça pourrait être beaucoup plus facile pour nous si les Américains étaient à notre côté. Bien sûr, si on recevait tous les missiles dont on a besoin pour le système Patriot, on n'aura pas toute cette cauchemar, toute cette déluge de missiles ces dernières nuits. Mais nous pouvons passer sans, et ce n'est pas au Trump aujourd'hui de faire le tournant dans cette guerre. C'est l'armée ukrainienne qui fait les tournants. Et ce sont les succès de l'armée ukrainienne et surtout des technologies ukrainiennes qui dictent les conditions d'aujourd'hui. C'est pour ça, ce qui est important, c'est nommer ces 6 fameux points qui étaient décidés lors de la dernière rencontre à Londres, parce que c'est ces 6 points qui étaient imposés à Trump aujourd'hui. Et son intonation, ça veut dire qu'il les a acceptés. Mais le premier point dans ces 6 points, c'était qu'aucune concession territoriale et d'abord le cessez-le-feu et après le reste. Ça veut dire qu'on exclut toutes les tentatives de Trump, mener les négociations avec les Russes en direct sans les Européens. Objectif du président Macron, c'était imposer à Trump la participation obligatoire des Européens dans toutes les tentatives de négociation. Si les Européens et les Américains mettent ces menaces à exécution et décident de renforcer, d'accentuer les sanctions contre le pétrole et que Vladimir Poutine se retrouve avec un nouveau front face à lui, Ukraine, européen, américain, est-ce que ça peut changer la donne à un moment donné, renverser le rapport de force de manière définitive? Oksana Melnichuk, c'est également ce que vous pouvez observer d'après les remontées que vous avez? Déjà, il faut dire que la carte de la territoire occupée par les Russes était récupérée par les Ukrainiens. L'Ukraine aujourd'hui a neutralisé 71% de capacité pétrolière des Américains. Il y avait aussi quelques décisions qui étaient déclarées aujourd'hui, hier à G7. Par exemple, le Canada et Grande-Bretagne, ils ont annoncé les nouvelles sanctions contre la flotte fantôme. Donc on constate une vraie asphyxie de situation pétrolière. Et le fait que le détroit de Dartmouth va être libéré, ça veut dire que les prix vont baisser. Je rappelle que c'est une mauvaise nouvelle pour Moscou. Oui, parce que je rappelle que la chute de l'Union soviétique, c'était la baisse des prix de pétrole. Pétrole, c'est une nerve de vie de l'Empire russe. Dès que le pétrole s'écroule, la Russie s'écroule. C'est la principale source de financement aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Et ces annonces, aujourd'hui, vous l'avez rappelé, du Canada et de la Grande-Bretagne, d'augmentation des sanctions contre les navires fantômes qui font circuler le pétrole, c'est pas de l'affichage pour dire on est au G7, on va dire qu'on renforce les sanctions, c'est vraiment concret? C'est le concret, c'était affiché aujourd'hui parce que maintenant, ils n'ont pas seulement le droit d'arrêter, mais aussi réquisitionner cette flotte.
Donc ça, c'est un pas énorme. Si on ajoute ici, comme on dit chez nous, les sanctions de longue portée ukrainiennes, ça veut dire les bombardements des bases de pétrole. Par exemple, aujourd'hui, Crimée, elle est isolée. Aujourd'hui, c'est une péninsule qui est complètement isolée logistiquement. Vous voyez, donc vraiment, l'Ukraine, nous supposons, nous sentons ça, c'est dans l'air en Ukraine. La victoire est proche. La victoire est proche. La victoire est proche. C'est essentiel que les Américains ne mettent pas les couteaux dans le dos avec leurs négociations clandestines. Parce que vous savez, toute cette, comme on dit chez nous, les bateaux avec Kouchner et l'autre négociateur américain, dès qu'ils commencent... Le gendre de Donald Trump et son émissaire spécial. C'est inacceptable dans la géopolitique, c'est inacceptable dans le droit international. Et la tentative de G7, de cette édition de G7, c'est mettre Trump dans le cadre quand même diplomatique et droit international approprié. Et pas faire un peu, excusez-moi, de l'amateurisme dans les négociations qui touchent la guerre si importante, parce que pour les Ukrainiens, la situation à Proche-Orient, ça fait partie de cette grande guerre mondialisée. On ne peut pas parler de la guerre en Ukraine sans prendre pas en compte ce qui se passe à Proche-Orient et vice-versa. Donc, tout ce qui se passe avec cette paix qui est très conditionnelle quand même à Proche-Orient, mais quand même, cette annonce, c'est important pour nous. Ça joue pour la cause ukrainienne. Et si Trump, il va garder tout ce qu'il a dit aujourd'hui, s'il ne va pas changer brusquement comme il peut, est capable, ça veut dire que Macron a réussi à garder Trump dans notre côté. Ah, ça serait un succès d'Emmanuel Macron pour vous ? Oui, parce que c'est Emmanuel Macron et Starmer qui sont les leaders de coalition de bons volontaires. J'ai évoqué les 6 points importants qui étaient décidés il y a une semaine à Londres. Et parmi ces 6 points importants, il y avait aussi les garanties juridiques pour l'Ukraine. Les garanties juridiques pour l'Ukraine, c'est l'emploiement des forces multinationales dirigées par l'Union franco-britannique. Et il n'y a aucun accord de paix ou de cessez-le-feu qui est possible aujourd'hui sans les États-Unis, si Donald Trump ne s'implique pas dans des discussions en vue d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix, ça sera impossible, quoi qu'il arrive. Vous savez, le cessez-le-feu, aucun accord de paix sans cessez-le-feu préalable. Le cessez-le-feu préalable prévoit qu'il y a les garanties de sécurité. Ces garanties de sécurité, ils composent, comme c'était dit à Londres il y a une semaine et qui était présenté à Trump, avec l'emploi des troupes militaires. Et ce qui cherchent les Européens dans cet emploi des troupes militaires, c'est que les Américains les aident pour surveiller, pour la surveillance, pour le renseignement. C'est de ça on a besoin des Américains. Mais vu tout ce qui a été annoncé aujourd'hui par le Cornu, par tout ce qui se passe au niveau du contrôle du IA et du système de sécurité, intelligence artificielle et tout ça, je pense que l'Europe, quand même, malgré tout, se prépare être autonome et s'en passer sans les États-Unis. C'est pour ça, en Ukraine, l'opinion qui domine aujourd'hui, c'est en américain ou avec les Américains, mais on va gagner. Et c'est pas le problème à nous, c'est le problème aux États-Unis. Où il sera positionné dans l'histoire, à côté des forces démocratiques ou à côté des abrutis qui agressent le pays démocratique. Voilà. Donc, c'est Trump qui est coincé aujourd'hui. Les Européens, ils sont dans la position de force. Regardez, nous sommes 500 millions, les Européennes. Et les Russes, ils sont seulement 130 millions. Mais il y a aussi, 250 millions des Américains. Donc, c'est l'Europe qui est dans la position de force. Et Trump, il a l'air juste ridicule avec ce truc des prix, des pressions sur la France avec son vin et tout ça. Regardez comment se comportent les politiques dans cette réunion naïve. Je trouve que le président français, il se sent complètement décontracté. Trump, il a essayé de jouer à nouveau avec ses tarifs et tout ça, mais il se ridiculise tout seul. Mais les Russes, ils ont commis une faute stratégique grave. Ils ont bombardé récemment une cathédrale, la plus importante cathédrale d'orthodoxie. Et la force qui soutient Trump à mort aux États-Unis, ce sont les évangélistes. Et là, ils ne vont pas excuser au Trump s'il ne va pas arrêter ses conversations avec Poutine, parce que Poutine, il a touché intouchable. Il a touché l'un des plus grands cathédrales et monastères orthodoxes du monde. Et Zelensky a bien montré les photos du bombardement au président Trump aujourd'hui, effectivement.